J'invite à rejoindre l'estrade Céline Le Bourgeois, chargée d'insertion au SISP La Parentèle, accompagnée de Alexandra Frébourg, conseillère jeune entreprise du CFA BTP de Montivilliers. Bonjour mesdames. Damien Dorté, directeur de l'ESAT CFPA de Granville, accompagné de Nicolas Mazier, chargé d'insertion dans ce même ESAT. Et enfin, dernier binôme, Bénédicte Leroy, conseillère Cap Emploi Le Havre, accompagné de Nicolas Lassade, coordinateur Ulysse Françoise de Grasse au Havre. Une chose que j'ai relevée tout au long de cette journée, c'est que sur ces thématiques emploi et handicap, il y a une vraie diversité femmes-hommes sur les plateaux de discussion et c'est extrêmement important. Ce n'est pas toujours le cas dans les colloques, donc félicitations au secteur et aux organisateurs pour cela. Cette parenthèse étant faite, on va commencer avec vous, Céline Le Bourgeois et Alexandra Frébourg, pour parler justement du travail de parcours alterné que vous avez mis en place. Qui commence Alexandra, Céline, sur justement l'initiative, qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Donc, je suis chargée d'insertion dans un IME près du Havre. Et chaque année, nous organisons des journées portes ouvertes. Nous invitons toutes les structures autour et nous avons invité le CFA du bâtiment afin de montrer justement les compétences des jeunes accueillis en IME et essayer de casser un petit peu tous ces préjugés sur le handicap. Alors, oui, allez-y, continuez. Et donc, concernant le CFA, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'avec Aramis, chaque année, ils font une journée d'ADM au CFA. Et donc, mon intérêt pour le CFA était de connaître l'IME, puisque, en général, les jeunes venaient de l'IME. Ouais. Donc, il y avait déjà, à la base, une curiosité de la part du CFA d'aller rencontrer, d'aller dans ces structures. Alors, cette curiosité étant satisfaite, vous vous êtes rencontrés, vous avez découvert qu'est-ce qui est né, quel partenariat a pu naître? Tout est parti d'un jeune, c'est-à-dire qui a effectivement l'envie de travailler ensemble, mais il y a surtout un jeune qui nous a interpellés. Je te laisse expliquer. Donc, c'est un jeune qui avait fait beaucoup de stages en milieu ordinaire, qui avait un certain nombre de capacités techniques, donc qui avait de grosses lacunes scolaires, et qui, à 16 ans, nous a dit « J'en ai marre, je veux partir travailler, c'est pas fait pour moi ». Donc c'est un jeune, au niveau des bilans de stage, des journées découvertes métiers organisées par Aramis, c'était en capacité d'accéder à une formation en adaptant. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de solliciter le CFA. Donc, j'ai appelé Madame Frébourg. Et là, on a commencé, quand on parle de bricolage, on a fait du bricolage pour que ça puisse aboutir. Donc, je vais laisser ma collègue présenter le bricolage CFA. Donc, le premier qu'on a fait, c'était un stage d'immersion. Avec deux objectifs. Le premier, c'était de montrer à Damien ce que c'était qu'une école, d'arriver dans une structure avec 600 jeunes, avec des cours bien chronométrés, et puis, du coup, d'évaluer la faisabilité du projet, tant de son côté que du côté de l'apprentissage. Donc il a fait 2 fois une semaine de stage en septembre et on s'est rencontrés au mois d'octobre pour faire un premier bilan. Il avait le profil, on va dire, pour intégrer un CFA, peut-être pas en tant qu'apprenti, mais en tout cas en tant qu'alternant. Et donc l'idée, c'était d'utiliser la loi Cherpion, qui existe depuis le 28 juillet 2011, qui est relative au développement de l'alternance et de la sécurisation des parcours professionnels. Et elle permet à un jeune qui a envie de faire un apprentissage, mais qui n'a pas encore d'entreprise, de démarrer une formation en alternance. Et puis d'effectuer des stages en entreprise. Et donc l'idée, ça a été de l'intégrer sous cette loi. 1 semaine CFA, 2 à 3 semaines à l'IME, retour à l'IME. Et ensemble, pendant une année scolaire, on a sécurisé, on a travaillé sur le projet et on a surtout sécurisé son entrée en apprentissage
qui s'est fait cette année. Très bien. Alors, du côté IME, c'est une expérience que, après ces premiers temps de bricolage, l'objectif, c'est de se dire, on peut peut-être passer à une autre dimension, se dire que c'est reproductible. Alors reproductible, mais en faisant bien attention, parce que le but, c'est de pas casser les jeunes. Donc si c'est pour l'envoyer et que ça aboutisse pas, voilà, ça demande un bon travail en amont, des grosses synthèses. Voilà, le travail se fait pas juste avec la chargée d'insertion, ce sont les éducateurs techniques, les enseignants, toutes les personnes qui peuvent nous aider en amont. Et voilà, il faut aussi une grande motivation du jeune et une certaine maturité quand même. Donc ça fait partie des clés de la réussite, motivation et puis engagement. Une des difficultés que vous avez rencontrées, c'est sur la question des épreuves qui viennent ensuite sanctionner, on l'espère positivement, un parcours, mais il y a besoin d'aménagement. Alors, effectivement, parce que nous, on est spécialistes du contrat d'apprentissage. Donc Damien, aujourd'hui, a signé son contrat d'apprentissage avec les AT. Au niveau professionnel, pas de difficulté majeure. Il s'en sort même plutôt bien, voire même mieux que d'autres. La grosse problématique reste l'enseignement général. Donc on ne peut pas garantir à aujourd'hui qu'en 2020, il obtiendra son CAP. Il pourra éventuellement redoubler, mais en tout cas aujourd'hui, on ne peut pas le certifier. L'IME continue à travailler avec lui, reprend avec lui l'enseignement général, je crois un vendredi tous les 15 jours, quelque chose comme ça. On va faire une demande d'aménagement d'examen pour lui obtenir des tiers-temps, secrétaire scripteur, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut pas garantir qu'il aura son CAP. Par contre, il a des compétences et celles-là sont indéniables. Donc on revient aux propos tout à l'heure de François Chenal, oui, notamment, qui évoquait ces enjeux d'aménagement des diplômes pour faire reconnaître des blocs de compétences lorsque l'ensemble du diplôme ne peut pas être poursuivi par la personne concernée. Quel bénéfice vous tirez de cette expérience l'une et l'autre au titre de vos structures ? Alors pour nous, c'est la réussite et la validation d'un projet qui émerge du jeune. Et par rapport au mouvement inclusif, c'est vraiment très valorisant. Aussi, la connaissance avec un nouveau partenaire, voilà, c'est vraiment très agréable. En plus, on a la proximité géographique. C'est 5 minutes en voiture. Et l'envie de recommencer, la motivation, malgré tout, de remettre d'autres jeunes dans ce dispositif. Alors, concernant le CFA, bien sûr, ça nous fait un autre partenaire. C'est aussi un vecteur pour récupérer aussi des apprentis, mais c'est aussi bénéfique pour les autres apprentis. Aujourd'hui, dans les CFA, on accueille différents publics, et donc l'handicap, tel qu'on le vit avec Damien, ça permet aussi aux autres jeunes de montrer que voilà, on a beau avoir des différences, à un moment donné, ils ont tous le même objectif. Très bien. Et puis, pour les leviers de la réussite, j'ai cru comprendre à vous entendre qu'il fallait ne pas avoir peur du temps, parce que c'est énormément de temps de préparation, de montage, parfois de bricolage. De rencontres. Oui, et puis savoir solliciter un petit peu à droite, à gauche, parce qu'on a le DASA qui est intervenu, on a la région qui a permis aussi la loi Cherpion. Ouais. Oui, là, le FEP, nous. Oui. On a passé beaucoup de temps avec les formateurs du CFA, les éducateurs de l'IME, très régulièrement de faire des échanges sur le contenu de formation, les animateurs, et puis aujourd'hui les AT aussi, qui est employeur de Damien, qu'il ne faut pas l'oublier. Et oui, allez-y. Je voulais expliquer aussi que Damien, du coup, était rentré dans le dispositif du service de suite, qui impose aux IME de suivre le jeune 3 ans après. Ce qui permet de baliser le parcours et une intervention plus facile de ma part pour des documents administratifs, des papiers, parce que malgré tout, il reste handicapé avec des difficultés.
Très bien. Et le temps que vous avez investi sur cet unique cas, c'est autant de temps de gagner pour les autres situations où il y aura déjà des logiques de partenariat, de prise de contact au local. Merci beaucoup à vous deux pour votre témoignage. Nous allons nous déplacer avec vous, Damien Dorté et Nicolas Mazier. Vous travaillez au sein d'un ESAT. Un ESAT particulier, puisque 54 sites, je crois, le composent. Damien Dorté. Alors, il y a une petite coquille. Ce n'est pas le CFPA, c'est le CPFA. Ça change complètement la donne. C'est-à-dire que c'est le Centre promotionnel de formation à l'autonomie. Alors, ça a été assez précurseur à l'époque, puisque l'établissement date de 1980 à peu près. C'est un des établissements de l'AGAPI, donc Association Grand-Villaise des amis et parents de personnes en situation de handicap. Donc, cette association regroupe 3 établissements, un foyer d'accueil médicalisé, le CPFA et le secteur enfant avec l'Institut Henri Wallon. L'Institut Henri Wallon qui regroupe 3 services, le CESAD, l'IME et le CESPRO. Alors c'est important puisque dans une logique de parcours, on est vraiment sur cette continuité entre le secteur enfant, le secteur adulte et le milieu ordinaire. Et puis le foyer d'accueil médicalisé qui est plutôt spécialisé pour les personnes polyhandicapées. Alors je vais reprendre sur le CPFA. Le CPFA, ce n'est pas qu'un ESAT. C'est à la fois l'ESAT, le foyer occupationnel, les hébergements, la prévention en santé, et puis tout ce qui va graviter autour de ces services. Et puis un SAVS qui est en cours de construction. Voilà. Alors, en ce qui concerne les AT, on a aujourd'hui effectivement des activités qui sont, je dirais, des activités de service, qui, du fait que le territoire Granville est une station, c'est la Monaco du Nord, comme on l'appelle. C'est une ville qui amène beaucoup de personnes âgées, résidents secondaires, des Parisiens qui viennent séjourner en majorité. Donc, ce qui implique de mettre, à l'époque, le premier directeur s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir développer un ESAT qui soit pertinent sur le territoire et qui puisse être inclusif. Donc il a été, je dirais, acté de mettre en place des activités de service. Donc on est plutôt sur des activités d'espace vert pour les résidences secondaires, pour quelques entreprises, et puis des activités de laverie, l'entretien du linge, puisque les personnes venant dans leur résidence secondaire ne souhaitent pas s'embêter forcément avec leur linge, et puis tout ce qui va être hôtel, gîte, Airbnb, etc. Des activités propreté service pour des résidences de standing ou un peu moins de standing. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des ateliers qui sont disséminés sur le territoire. Et on est reconnu non pas parce que ce sont des personnes en situation de handicap qui travaillent, mais parce qu'il y a un savoir-faire. Ce que présentera Nicolas tout à l'heure, c'est un enjeu majeur, puisque ça permet derrière aux personnes qui sont reconnues par leurs compétences d'être éventuellement embauchées dans une entreprise ou une collectivité. Donc ça a tout son sens. J'étais en déplacement dans un établissement l'année dernière, une porte ouverte, un samedi, et puis on me présente comme le directeur du CPFA, et il y a une personne qui me dit tiens, je suis originaire de Granville, effectivement, le CPFA, vous faites telle et telle activité. Elle m'a pas dit vous employez, vous êtes avec des personnes en situation de handicap. Elle m'a dit votre savoir-faire, c'est ça. En tout cas, moi, je l'ai pris d'une manière positive, puisque ça amène effectivement un changement de regard. On parle d'inclusion, mais c'est ça l'inclusion. C'est de changer la perception que peuvent avoir des personnes en situation de handicap. Ce sont des citoyens à part entière, des travailleurs, des personnes qui ont des activités sociales, etc. En complément de cet ESAT, on a donc un foyer occupationnel qui également a des activités tournées vers, qui ont une utilité économique et sociale. On n'enfile pas des colliers de nouilles. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur... non, mais c'est important, puisque les foyers occupationnels, généralement, on fait du coloriage. C'est stigmatisé comme ça, mais c'est une réalité. On fait du coloriage, ou je ne sais quoi, on va se promener. Là, pas du tout. On est vraiment sur des activités type menuiserie, horticulture. On va être sur du cuir-tissage, de la couture, avec une boutique en centre-ville. Voilà. Donc, on est vraiment sur un savoir-faire. Ce qui permet derrière d'avoir, dans cette logique de parcours, des personnes qui sont... en ESAT et qui vieillissent en ESAT ou qui ont une fatigabilité liée à leur handicap, de pouvoir plutôt migrer vers du FOA. Ou à l'inverse, des personnes qui vont sortir d'IME, qui vont rentrer en FOA et vont monter en compétences et pouvoir gagner l'ESAT, et pourquoi pas le milieu ordinaire. Il y a des logiques de parcours. Le FOA, l'ESAT, c'est qu'un point c'est qu'un maillon de la chaîne. Et on est vraiment dans cette logique.
Alors le CPFA, alors c'est pas pour vanter ce qu'on fait à Granville, c'est que c'est un modèle. Hein, ça veut pas dire que c'est bien, ça fonctionne. Voilà. Après, il y a plein de modèles des ZAD qui fonctionnent très bien, qui font de l'inclusion, mais qui ont des plus grosses structures et qui permettent de faire rentrer des entreprises au sein de l'ESAT, ou bien d'aller plutôt sur de la prestation de services ou de la mise à disposition dans les entreprises. Et point important, c'est la vie sociale, puisqu'effectivement, l'inclusion de... je ne sais plus, c'est Mme Loca peut-être qui le disait tout à l'heure. Loca qui l'a rappelé. Bon, peu importe. Il n'y a pas que le travail. C'est-à-dire que l'inclusion, c'est le travail, la vie sociale, l'hébergement. Donc c'est pour ça que vous disiez qu'on a énormément de lieux, mais le CPFA, c'est 54 lieux différents disséminés sur le territoire grandvillais. Donc une trentaine de maisons et appartements, puisque ce sont des petits collectifs. Soit les personnes vivent seules ou 2, 3, 4, 5 personnes maximum, et donc sont inclus dans des quartiers ou des résidences. Hein, donc vraiment, il y a cette logique. Ce qui permet derrière, si une personne sort du CPFA, je dirais, travaille en milieu ordinaire à l'issue, qu'elle puisse être déjà dans un logement à part entière, extérieure à l'établissement également. C'est soit on l'accompagne dans un logement qui est extérieur, soit elle est hébergée par l'établissement, mais dans ce cas-là, alors ça c'est une nouveauté, c'est ce qu'on est en train de travailler avec le département, c'est que la personne puisse rester dans l'appartement ou la maison mise à disposition par le CPFA, enfin louée, et qu'il n'y ait pas ce changement de lieu, puisque effectivement... Pour garder des repères aussi, c'est parce important. que sortir en milieu ordinaire, ça veut dire quitter directement la structure. Hein, donc une personne qui part en retraite ou qui est employée en milieu ordinaire, derrière, le médico-social, je dirais, il ne s'en charge plus. Sauf qu'on sait très bien qu'une personne qui sort en milieu ordinaire, si elle n'est pas accompagnée de la meilleure façon qu'il soit, alors, la première année va très bien se passer. C'est à l'issue, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, on sait très bien qu'il y aura des problématiques au sein de l'entreprise. Alors ça va être le travail de Nicolas. Moi, je vais m'arrêter là, sinon... Oui, mais justement, voilà. j'allais me tourner vers Nicolas Mazier pour... donc, vous êtes chargé d'insertion, pareil, au sein du CPFA Granville. Les relations aux entreprises, justement, elles sont de quel ordre? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Quelles sont peut-être leurs appréhensions? Ou qu'est-ce qu'elles viennent chercher chez vous? Alors, en fait, je suis chargé de prospection et d'insertion. Alors, j'insiste sur le terme prospection, parce que je prospecte aussi pour un atelier de sous-traitance industrielle, qui est le seul atelier qui n'est pas en inclusion. Mais c'est une porte d'entrée dans les entreprises. Ça permet... Ça fait bizarre, il y a un écho. Oui, un petit écho, faut s'habituer. Ouais. Ça permet de faire un premier pas dans les entreprises. Et je peux donner un exemple que je n'ai pas connu puisque c'était avant mon arrivée. On a travaillé pour Moulinex Granville. Et à l'époque, c'était de la sous-traitance en interne dans nos locaux. Et suite à un problème technique, ce sont des ouvrières de chez Moulinex qui sont venues travailler au sein de l'atelier du CPFA. Elles se sont dit, donc ça date, il y a plus de 20 ans, mais ils travaillent, on les entend pas, ils sont sérieux. Et ça a été la porte d'entrée pour après faire de l'inclusion dans l'entreprise. C'est ensuite des bénéficiaires qui sont allés dans l'entreprise travailler. Et c'est un peu le principe que l'on a maintenant aussi. On a très peu parlé on a parlé un peu ce matin de la RAE, la reconnaissance des acquis de l'expérience, et on utilise le processus différent et compétent, qui est une nouvelle porte d'entrée dans les entreprises qui permet de réaliser des stages longs. Et partant, on parlait aussi de formation. On part des référentiels métiers qui se basent sur des CAP, que ce soit par exemple dans les espaces verts ou agents de nettoyage. Et cette entrée dans les entreprises permet de mettre en avant les compétences des bénéficiaires. Et grâce à ça, nous avons déjà réalisé 2 insertions dans des entreprises de nettoyage du Grand-Villers. Il y a aussi un projet en espace vert courant mai l'année prochaine. Donc c'est un petit peu le but, c'est de se faire encore plus connaître. Il y a déjà l'inclusion en temps normal, où on n'est pas vu éventuellement en tant qu'organisme accueillant des personnes handicapées. Mais quand on met le pied en tant qu'organisme accueillant des personnes handicapées, on essaye de mettre en valeur les compétences et non pas le profil ou le handicap des personnes. Et c'est l'utilité des ateliers espaces verts, entretien de locaux, où ils ont déjà une formation en adéquation avec un poste éventuel après dans une entreprise. Alors, les leviers justement vous pourrez apporter un petit complément, mais je pose la question tout de suite. Les leviers de la réussite de votre modèle, c'est quoi? Est-ce que c'est justement de miser sur les savoir-faire plus que sur les singularités des personnes? Voilà. Oui, voilà, c'est plutôt ça. C'est pour ça qu'on parle de centre promotionnel de formation. C'est qu'on part d'une personne sans compétences et on essaye de la faire monter en compétences
pour, dans la mesure de possible, après trouver un emploi en adéquation avec ce qu'elle sait faire. Mais on a aussi fait embaucher des personnes dans des secteurs complètement différents, que ce soit dans la cuisine de la Thalasso de Granville, ou dans une menuiserie, ou chez une entreprise de signalisation routière. Mais on part toujours d'une personne qui a acquis au sein de l'établissement des savoir-être aussi, des savoir-vivre, c'est-à-dire arriver à l'heure, être présentable, bien échanger avec ses collègues, respecter les consignes. Donc c'est le principe de fonctionnement de notre établissement. Un mot de conclusion, Damien, en moins d'1 minute. Je ne vais pas y arriver. Je vais vous couper alors. Non, je vais compléter rapidement. Le CPFA, il a permis à 14 personnes jusqu'à présent de pouvoir être embauchées en milieu ordinaire, dont 2 cette année, une dans une entreprise de nettoyage et une autre, le contrat se signe, on est quel jour, mardi, donc jeudi, au sein du CCS de la ville de Granville. Donc voilà, la collectivité, alors je critiquais dans un précédent colloque les institutions, puisqu'elles ne montraient pas l'exemple. Effectivement, j'avais critiqué un peu le département de la Manche. Et donc, effectivement, on a travaillé étroitement avec la mairie de Granville, et Madame le maire a bien entendu le message et s'est dit, bon, tiens, effectivement, il y a des compétences, puisque la personne qui est embauchée cette année, ça fait 30 ans qu'elle est mise à disposition au CCS de la ville de Granville. Donc, ça montre que c'est un travail de longue haleine. Et c'est surtout une affaire de personne. C'est là que je voulais. Donc je rajoute un peu, voilà, je reviens un peu ce que vous vouliez me faire dire. Mais c'est vraiment une histoire de personnes. Et si on a réussi jusqu'à présent à permettre l'embauche de certaines personnes en situation de handicap, c'est parce qu'il y a eu au sein des entreprises des personnes qui étaient sensibles à la cause du handicap. Mais demain, on doit pouvoir travailler autrement. Alors c'est ce qu'on disait. On disait il faut une culture commune, partagée. Bien sûr. Aujourd'hui, on construit de cette façon-là, mais demain, avec l'école inclusive, là, voilà, c'est que les personnes, les jeunes d'aujourd'hui qui sont la société de demain, qui construiront la société de demain, c'est que ce sera inné quelque part. Mais aujourd'hui, effectivement, on doit encore se retrousser les manches parce que j'étais la semaine dernière en déplacement dans l'Est de la France et puis en Suisse pour le vieillissement des personnes en situation de handicap, puisque ça, c'est une autre problématique, les personnes futures retraitées des AT. Et quand j'ai parlé des personnes handicapées vieillissantes, il y a eu des blancs sans arrêt, parce qu'on parle de la déficience intellectuelle, parce que le handicap, aujourd'hui, on en a parlé, mais on parle beaucoup d'handicap physique. Mais la déficience intellectuelle, c'est une particularité. Et dans le monde de l'entreprise, c'est complexe. C'est-à-dire qu'on peut faire embaucher une personne déficiente intellectuelle dans une entreprise, ça va aller très vite, sauf que derrière, on va pas tenir, la personne ne va pas tenir sur la durée. Et c'est derrière notre rôle, dans les formations qui sont mises en place par les moniteurs d'atelier, de les faire monter en compétences, puisqu'ils ont déjà des compétences qu'ils auront pu acquérir dans le secteur enfant, mais derrière, c'est de pouvoir les monter en compétences professionnelles et aussi dans le savoir-être. Et le savoir-être, c'est la base. Je vais devoir vous couper, Damien, parce que je sais que si je ne vous coupe pas, vous êtes parti pour 2 heures. Et donc, en conclusion, persévérons, voilà, tous ensemble. Voilà. Persévérons, misons sur les savoir-faire, les compétences, absolument. Pour finir cette séquence inspiration avec vous deux, alors on va parler ensemble, Bénédicte Leroy et Nicolas Lassade. Vous êtes sur le secteur du Havre, donc on rebascule du côté de la Seine-Maritime. On a parlé tout à l'heure dans la table ronde précédente de cette transition école, éducation, formation, emploi, et c'est là-dessus que vous avez travaillé. Qui commence? Bénédicte, Nicolas Lassade, nous dire quelques mots de l'initiative. Oui, donc moi dans mes missions, au moment où j'ai pris mon poste, l'inspectrice m'a demandé, en plus d'accompagner dans le milieu scolaire les jeunes, de travailler avec eux le post-lycée, donc de construire avec eux un projet qui fera suite au lycée. C'était compliqué, moi j'avais pas de compétences là-dedans, donc j'ai démarché des partenaires, Aramis par exemple, qui m'ont aiguillé parfois vers d'autres partenaires, etc. Donc l'idée c'était d'essayer de construire une vision globale de tout ce qui pouvait se faire sur le bassin du Havre, afin de proposer la meilleure option à mes jeunes. Et donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on a mis en place notre partenariat avec Cap Emploi et puis Madame Leroy. On s'est rencontrés une fois pour présenter, etc. Et puis j'ai pu la ressolliciter
et donc faire appel à ces compétences pour m'éclairer un peu sur la situation d'un jeune. Alors, côté Cap Emploi. Alors, côté Cap Emploi, donc nous, effectivement, on accompagne les personnes en situation de handicap. Ce qui était intéressant dans cette coopération, c'est effectivement de pouvoir en fait anticiper la sortie du jeune, de pouvoir un peu exposer la situation, de voir aussi s'appuyer sur ce qui a fonctionné, les choses qui fonctionnent, d'avoir des points de vigilance éventuels, et de pouvoir aussi mettre en place toute la partie administrative qui sera nécessaire, de pouvoir rencontrer ce jeune, lui proposer un peu nos services dans le cadre de l'insertion professionnelle, parce que c'est très multiple en fonction des spécificités de la personne. Et donc, effectivement, de pouvoir aller chercher son consentement, de voir un peu quelles sont ses attentes et ses besoins, et comment, effectivement, on peut y répondre par la suite. Et donc, ça permet souvent aux jeunes d'être aussi un peu rassurés, d'éviter aussi les fameuses ruptures de parcours qu'on a tant abordées, et aussi de pouvoir associer la famille, parce qu'à ce moment-là, finalement, la famille est présente, et de pouvoir avoir vraiment le consensus à ce moment précis. Voilà. Alors, Nicolas Lassade, donc cette dynamique a été engagée, vous aviez une demande qui vous était faite. Aujourd'hui, ce partenariat existe. Qu'est-ce qui a permis de le consolider, de le développer? Quels ont été les leviers, justement, de... Alors, je dirais que le premier levier, c'est le fait que ma hiérarchie me laisse la possibilité de mettre en place ces leviers. Tels qu'ils ont été créés il y a une dizaine d'années, je pense que les postes d'Ulysse, on n'envisageait pas le fait de pouvoir aller à l'extérieur, sortir des établissements, etc., pour commencer justement à travailler des partenariats. Donc là, aujourd'hui, il y a une vraie volonté, effectivement, on l'a répété tout au long de la journée, d'ouverture, de collaboration, etc. Donc ça, je pense que c'est le premier levier. Et puis, je dirais que j'ai été très bien reçu chez Cap Emploi. Donc ça a permis de mettre en place une relation de confiance, et puis finalement l'objectif étant le bien-être du jeune, d'aller dans cette voie. Je pense qu'en fait que c'est rassurant, parce que déjà ça permet de connaître le service, de voir un peu tout ce qu'on peut apporter par rapport à la problématique du jeune, qui peut aller effectivement de la définition d'un projet professionnel à des axes de formation par la suite, avec des aménagements éventuels, donc aussi bien en termes d'environnement de travail ou d'amplitude. Donc vraiment, en fait, on détaille tous les points qui sont spécifiques à la personne, et on lui explique un petit peu à quel moment, éventuellement, on peut l'aider et le soutenir dans le cadre de son insertion professionnelle. Donc on aborde aussi la partie entreprise, qui est vraiment un versant très important à Cap Emploi. Effectivement, on commence aussi à évoquer un peu les attendus du marché de l'emploi et de l'employeur. Et donc voilà, donc on commence un peu à construire, j'ai envie de dire, cette relation de confiance, ce qui permet après de pouvoir élargir. Et donc là, c'est le travail que nous sommes en train de mener. Alors c'est sur les mêmes versants, c'est toujours un souhait, la direction. On parlait toujours un peu tout à l'heure des pas sur le côté. Enfin, nous, à Cap Emploi, on le fait sur les Ulysse. On travaille aussi sur les sortants d'IM Pro, les CESAD qui peuvent nous solliciter. On a eu aussi des projets spécifiques sur tout ce qui est personnes avec autisme, sur lequel on a aussi travaillé. Et puis, quand c'est comme ça, on a aussi des petits pas. Quand il y a besoin, on sollicite aussi la GFIP sur des prestations des fois qui ne sont pas présentes dans l'offre de service. Et quand on explicite les choses, on a souvent un soutien financier sur des choses un peu expérimentales. Donc voilà, en tout cas, nous, on est toujours très disponibles et présents pour répondre, et justement pour éviter ces ruptures de parcours. Voilà. Mais ça, c'est déjà une volonté de la direction depuis toujours, en fait. Voilà. Très bien. Merci à vous également pour son témoignage. Damien, vous voulez reprendre la parole à 16h29? Non, mais c'est important, j'ai promis que j'allais en parler. On parlait des employeurs tout à l'heure. Effectivement, ils ne sont pas présents.
Et alors, en tout cas, dans le champ de la déficience intellectuelle, la problématique, c'est que aujourd'hui, enfin, les pouvoirs publics nous demandent demain de sortir 3 à 5% des personnes en situation de handicap des ESAT. Alors, ça paraît peu, mais c'est énorme, puisque aujourd'hui, très peu de personnes qui sont aujourd'hui en ESAT pourraient travailler de manière autonome, de façon autonome, dans les entreprises. Donc, comment ? Enfin, c'est aussi quelque part une question, mais c'est bien de nous faire tomber. Alors, l'État impose ces choses, mais comment demain, nous, établissements médico-sociaux, nous devrons travailler avec les entreprises, puisque est-ce que nous sommes les commerciaux de l'État pour dire embaucher telle ou telle personne, sachant qu'une entreprise, on est dans le secteur marchand, donc eux, c'est l'aspect économique. Demain, moi, je suis patron, je cherche de la rentabilité. Après, je cherche des personnes qui sont les plus compétentes possibles et sans avoir de problème majeur. Donc, c'est comment, derrière, entre les injonctions qui vont nous arriver ou qui nous arrivent, et la réalité de terrain, effectivement, de la réalité économique d'une entreprise, comment nous, qui sommes un peu entre le marteau et l'enclume, on peut agir, puisque l'idée, c'est de pouvoir se concerter entre les pouvoirs publics et les employeurs, de faire le lien de manière à ce qu'on puisse permettre à des personnes en situation de handicap d'être inclus dans la société par le travail et d'autres choses. Voilà. C'est bien de finir par une question, parce que le moment de la conclusion est venu, et lorsqu'on finit une journée comme ça, on a envie qu'il se passe des choses après sur les territoires, sans doute des réflexions qui puissent se poursuivre, et je pense que ça peut être un thème intéressant. Donc merci à vous, Céline Le Bourgeois, Alexandra Frébourg, Damien Dorté, Nicolas Mazier, Bénédicte Leroy et Nicolas Lassade.